Le matin du 7 avril 1945 commença comme tant d'autres pour le personnel du nœud ferroviaire de Yokkaichi, sur la côte pacifique du Japon. La brume de l'aube glissait sur les triages, un léger sifflement de vapeur s'échappait des locomotives à l'arrêt et les uniformes mesurés des employés de gare marquaient l'heure du premier départ. Dans la cabine de contrôle, le lieutenant Noboru Ishikawa, officier en chef des signaux, observait les aiguilles de l'horloge avancer vers 5h23. Dans 35 secondes, un petit levier allait parcourir quelques centimètres. Mais ce mouvement suffirait à rendre toutes les voies de la gare inopérantes, tous les circuits ouverts, et tous les trains entrant incapables de poursuivre leur route. Le sabotage ne durerait que quelques minutes, mais son onde psychologique se propagerait bien au-delà. La question à laquelle cette histoire cherche à répondre est la suivante. Comment un simple levier dans un lieu conçu pour la fluidité et la précision a-t-il pu devenir le pivot d'un effondrement psychologique du système ferroviaire japonais? Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Dans le contexte plus large de la guerre, le Japon, au début de l'année 1945, vivait ses heures les plus désespérées. L'armée impériale et la marine étaient étirées à travers le Pacifique, les îles métropolitaines menacées et les lignes d'approvisionnement, qu'elles soient maritimes ou terrestres, craquaient sous la pression alliée. Depuis des décennies, le chemin de fer constituait la colonne vertébrale de la logistique japonaise, depuis la guerre russo-japonaise jusqu'au conflit du Pacifique. Matériel et charbon par train étaient devenus un dogme industriel et militaire. Au sein du haut commandement, beaucoup d'amiraux et d'officiers de l'air croyaient que leurs torpilleurs et kamikazes resteraient des armes de paralysie stratégique invincibles. Cette foi ne reposait pas seulement sur la tactique, mais sur l'infrastructure. Des lignes de chemin de fer alimentant les bases aériennes, des ports connectés aux zones d'embarquement et des gares de triage comme Yokkaichi servant d'épine dorsale aux mouvements de troupes et de ravitaillements régionaux. Tout reposait sur le mouvement, sur la coordination mécanique et humaine. La panne, la rupture étaient impensables. Ainsi, les voies, les aiguillages, la cabine de contrôle, éléments banals en apparence, faisaient partie d'un système considéré comme invincible, moins glorieux que la flotte ou l'aviation, mais tout aussi vital. Avant l'incident, la carrière du lieutenant Ishikawa illustrait cette croyance en la continuité. Âgé de 32 ans, diplômé de l'école technique ferroviaire de Kobe en 1939, il avait intégré les chemins de fer nationaux japonais, GGR, dès le début de la guerre, en décembre 1941. Affecté dans la préfecture de Mie, il supervisait depuis plus de 5 ans les opérations de triage, l'entretien des signaux et les interverrouillages électriques. La gare de Yokkaichi traitait chaque jour des dizaines de trains. Convois de troupes, wagons de matériel, livraison de carburant destinés aux bases navales de la baie d'Ise. Au début de 1945, elle enregistrait plus de 50 trains par jour, dont une douzaine de trains militaires selon les archives ferroviaires de la Bibliothèque de la Diète nationale. Le système de signalisation utilisait des interverrouillages électromécaniques, des batteries de levier et 67 circuits. La gare avait été modernisée en 1943. Pour permettre le contrôle à distance de certains aiguillages, reflet de l'effort japonais d'accélérer la logistique, malgré la guerre. Du côté allié, la Marine et l'US Army Air Force avaient introduit à la fin de 1944 le détonateur de proximité radiocommandé, VT-Fuse, dans leurs obus antiaériens, une innovation qui avait transformé l'efficacité des défenses américaines. Selon un rapport historique, en 1943, bien qu'un quart seulement des munitions antiaériennes de la flotte comportassent des fusées de proximité, celles-ci représentaient la moitié des avions japonais abattus. Cette réalité technologique avait ébranlé la confiance japonaise dans la suprématie de ses unités aériennes spéciales. Ainsi, le triage de Yokkaichi se trouvait au croisement de deux mondes, l'infrastructure et la croyance. Le Japon s'appuyait sur la puissance de ses avions torpilleurs, mais peu avaient envisagé qu'un sabotage ferroviaire interne puisse paralyser tout un système.
Dans les premières heures du 7 avril 1945, la gare dormait encore. Au-dessus, la guerre faisait rage 4 mois plus tôt. Les débarquements d'Okinawa avaient commencé. Les vols kamikazes s'étaient intensifiés. Les îles japonaises attendaient l'inévitable invasion. À Yokkaichi, les registres de la gare mentionnent un horaire habituel. Départ du train 33 à 5h27, transportant environ 440 soldats, des citernes de carburant et des caisses de munitions pour les bases aéronavales de la baie d'Ise. À 5h23, la cabine de signalisation détecta qu'un levier à distance avait été actionné. L'aiguillage sud vers Tronc, principal aiguillage d'Isept, avait été déverrouillé, rendu inactif pendant 35 secondes, puis réinitialisé. Pendant cette brève fenêtre, le signal d'approche demeura vert. Le circuit semblait intact. Ce n'est qu'à 5h24 10 secondes que la panne fut enregistrée. 10 secondes plus tard, le signal passa au rouge. Le conducteur stoppa, mais le train se trouvait déjà dans la zone critique du croisement. 1. Second convoi, le train 67 de ravitaillement, bloqué sur voie d'évitement, resta immobilisé plus d'1 heure et demie. Selon les rapports de poste, la gare fut effectivement paralysée durant cette heure. Confusion chez les régulateurs, rumeurs d'infiltration ennemie parmi les employés, retard de vol à la base aéronavale voisine. L'élément le plus stupéfiant ne résidait pas tant dans le levier que dans l'homme qui l'avait actionné. L'opérateur, connu sous le nom d'assistant signaleur Toru Yamazaki, travaillait sous une fausse identité. Recruté quelques mois plus tôt par la police militaire japonaise pour infiltrer un réseau supposé d'espionnage, il avait en réalité été approché par des agents alliés via la résistance locale, avec pour mission de désorganiser la logistique japonaise. Son accès au tableau de commande, pourtant jugé sécurisé, avait été rendu possible par le manque de personnel. La guerre avait déplacé les ingénieurs qualifiés vers les bases aériennes, laissant des assistants peu formés gérer les commutateurs critiques. Les registres montrent qu'en février 1945, 3 ingénieurs furent détachés vers la baie d'Ise, laissant Yamazaki sans supervision directe. De plus, les archives alliées révèlent une recrudescence des sabotages ferroviaires sur Honshu en mars et avril 1945. Une campagne coordonnée pour ralentir les transports avant l'invasion prévue du Japon. Opération Downfall. Les services de contre-espionnage nippons, convaincus que la menace principale venait du ciel et de la mer, sous-estimèrent systématiquement ces attaques internes. Le lendemain, les techniciens de Yokkaichi découvrirent que le circuit de commande de l'aiguillage d'Isept avait été manipulé. Un petit dispositif temporisé, retrouvé plus tard par la police spéciale, avait maintenu le levier déverrouillé pendant 35 secondes avant de se réinitialiser sans déclencher d'alarme. Résultat, aucune anomalie apparente jusqu'à l'arrivée du train. L'expression « fenêtre de 35 secondes » devint ensuite un terme codé dans les dépêches internes pour désigner cette opération aussi brève qu'efficace. À 5h24 30 secondes, le grincement des freins du train 33 résonna dans la gare de Yokkaichi comme un cri métallique. Le convoi s'immobilisa brutalement, ses wagons s'entrechoquant dans un écho sourd. Sur le quai, les hommes du détachement de ravitaillement crurent d'abord à une erreur de signalisation ordinaire. Mais le silence qui suivit, puis le crépitement des téléphones de service, révélèrent qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple dysfonctionnement. Dans la cabine principale, le lieutenant Ishikawa observait, incrédule, les aiguilles de contrôle. Les voyants du circuit d'Isept étaient passés brièvement au rouge avant de revenir au vert, un phénomène que les manuels jugeaient impossible. À cet instant précis, Toru Yamazaki, l'assistant signaleur, se tenait à 3 mètres de lui, le regard fixé sur le tableau. Personne ne remarqua le léger tremblement de sa main droite, ni la sueur qui perlait sur sa tempe. Il savait que le dispositif temporisé qu'il avait dissimulé sous la console venait d'achever son cycle. Le sabordage avait réussi. Moins d'1 minute plus tard, le poste de direction régionale d'Osaka reçut une alerte. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire.
Panne générale de la ligne de contrôle. Yokkaichi. Aucune communication avec 3 circuits de voie. L'incident bloqua simultanément 4 trains militaires et 2 convois de ravitaillement civil. L'arrêt dura 72 minutes. Pour un réseau japonais alors sous tension maximale, cette interruption fut un désastre logistique. Le bataillon aéronaval 105, basé à Ise, reçut son carburant avec 9 heures de retard. Plusieurs décollages de chasseurs kamikazes furent différés, ce qui entraîna, selon les rapports alliés interceptés plus tard, un répit momentané pour les navires américains au large d'Okinawa. Dans la logique froide des états-majors, 35 secondes avaient suffi à décaler la mécanique d'une guerre. La Tokko, la police spéciale japonaise, arriva à Yokkaichi dans l'après-midi. Les enquêteurs, dirigés par le capitaine Sakai, inspectèrent les circuits, examinèrent les leviers et interrogèrent tout le personnel technique. Ishikawa, épuisé mais calme, défendit la rigueur de ses procédures. Il se disait convaincu qu'il s'agissait d'une erreur de couplage dans le réseau électrique. Pourtant, un détail troubla les inspecteurs. Le cache métallique du levier disept présentait des traces d'outils récents, et les plombs de sécurité avaient été remplacés par des répliques. Le sabotage ne faisait plus de doute. Lorsque les agents fouillèrent le casier de Yamazaki, ils découvrirent un plan de la console, des notes sur les temporisations des relais et, surtout, un petit schéma annoté du mécanisme de verrouillage différé trop précis pour provenir d'un simple employé. Arrêté le soir même, Yamazaki fut conduit au poste militaire de Nagoya. Ses interrogatoires demeurent un mystère. Les archives japonaises ne contiennent que des fragments de procès-verbaux, censurés après la guerre. Mais plusieurs témoignages indirects, recueillis dans les années 1950 par des historiens ferroviaires, suggèrent qu'il n'a jamais avoué son appartenance à la résistance. Il aurait simplement répété « Le système devait respirer ». Dans les jours qui suivirent, la gare de Yokkaichi fut placée sous surveillance militaire. Des soldats armés patrouillaient entre les voies et des affiches avertissaient. Toute anomalie signalée tardivement sera considérée comme trahison. Pourtant, malgré les efforts, la peur s'installa. Chaque opérateur doutait désormais de son matériel, de ses collègues, et même de ses propres réflexes. Les ingénieurs de Kobe envoyés pour réviser les circuits découvrirent que le dispositif saboté ne nécessitait aucun explosif. Un simple ressort inversé, couplé à un contact de relais détourné, suffisait à créer la défaillance. L'ennemi, pensait-il, était invisible, mais d'une intelligence redoutable. Les documents militaires mentionnent qu'après cet incident, toutes les gares stratégiques du centre du Japon furent contraintes d'installer un double système de verrouillage manuel retardant les manœuvres d'aiguillage de plusieurs secondes supplémentaires. Ironie tragique. Cette mesure de sécurité, censée empêcher un nouveau sabotage, provoqua des lenteurs dans la logistique, aggravant encore la désorganisation déjà causée par les bombardements alliés. Du côté américain, les services du GDE, renseignement militaire, notèrent dans un rapport de mai 1945. Les réseaux ferroviaires japonais montrent des signes de désorganisation interne, probablement dus à des actions locales. L'incident de Yokkaichi suggère une vulnérabilité systémique. Il est probable que Yamazaki faisait partie d'un réseau de résistants techniques des ingénieurs, ouvriers et étudiants pacifistes qui, à la fin de la guerre, cherchaient à saboter discrètement les infrastructures afin d'accélérer la chute du régime militariste. Leur but n'était pas de provoquer la mort, mais de désorganiser la machine de guerre. Les Alliés, eux, ignoraient encore les détails précis de cette opération. Les communications interceptées faisaient état d'un dysfonctionnement de 35 secondes. Mais après la guerre, plusieurs anciens officiers américains, en consultant les archives japonaises capturées, furent frappés par l'élégance du sabotage. Pas une explosion, pas une balle, juste une temporisation parfaitement calculée. Pour le lieutenant Ishikawa, l'incident marqua la fin de sa carrière. Il fut tenu pour responsable de la négligence ayant permis l'infiltration du poste. Muté à une gare secondaire, il survécut au bombardement d'août 1945 et termina sa vie comme simple employé civil des chemins de fer. Dans ses mémoires, publiés discrètement en 1961, il écrivit
Je n'ai jamais su si Yamazaki était un traître ou un patriote. Mais je sais que ce jour-là, le Japon découvrit qu'un simple levier pouvait peser plus lourd qu'un bombardier. Les historiens modernes considèrent l'incident de Yokkaichi comme un symbole d'effondrement intérieur. La démonstration qu'un système apparemment parfait peut être paralysé par une seule faille humaine ou morale. La légende des 35 secondes hante encore la mémoire ferroviaire japonaise. Plusieurs écoles d'ingénierie la citant comme cas d'étude sur la sécurité des interverrouillages. Et dans les musées de la préfecture de Mie, on expose aujourd'hui un levier rouillé, présenté comme celui du circuit Dicept, avec une inscription simple. 35 secondes de silence. Les 35 secondes du matin du 7 avril 1945 ne furent consignées dans aucun grand rapport militaire. Ni les journaux officiels, ni la propagande du temps de guerre n'en firent mention. Pour l'état-major impérial, l'incident de Yokkaichi n'était qu'une anomalie parmi tant d'autres dans une machine qui se disloquait de toutes parts. Mais dans les archives ferroviaires et dans les mémoires des survivants, il devint un murmure, une fissure dans la façade du perfectionnisme japonais. Après la capitulation du Japon, les anciens employés de la gare furent interrogés par les autorités d'occupation américaines. Ils racontèrent la peur, la confusion, et ce sentiment d'impuissance qu'aucun bombardement n'avait su provoquer. Nous savions que les Alliés pouvaient frapper du ciel, mais nous ne savions pas qu'ils pouvaient aussi nous faire douter de nos propres machines. Pour eux, le sabotage de Yokkaichi marqua le moment où la confiance technologique s'effondra. Jusqu'alors, les ingénieurs japonais croyaient que chaque boulon, chaque levier, chaque relais représentait une parcelle d'ordre national. Qu'en perfectionnant la mécanique, ils perfectionnaient le pays lui-même. Or, voici qu'un seul geste, un mouvement de levier dans un poste de commande, avait révélé la fragilité de tout un système fondé sur la discipline. Dans les années 1960, les historiens industriels parleront du syndrome du levier pour décrire cette obsession japonaise du contrôle parfait. L'incident de Yokkaichi fut redécouvert comme une métaphore du Japon de la fin de guerre. Une nation qui croyait dominer la matière, alors que c'était la matière, le métal, le courant, la mécanique qui révélait ses propres limites morales. Le levier Dicept était devenu un symbole paradoxal. Conçu pour coordonner, il avait servi à paralyser. Créé pour la fluidité, il avait généré l'immobilité. Et cette ironie résonna longtemps après la défaite. Car ce n'était pas la destruction physique d'un train qui importait, mais la rupture psychologique d'un peuple convaincu que la machine ne trahirait jamais. Après 1945, l'administration américaine confia aux anciens techniciens japonais la mission de reconstruire les lignes ferroviaires. Parmi eux, quelques-uns avaient travaillé à Yokkaichi. Ils introduisirent discrètement un nouveau principe de conception, inspiré par la tragédie. Un système doit toujours pouvoir douter de lui-même. Ce principe devint la base de la philosophie de sécurité dite Furikaeri no Kozo, la structure de rétrocontrôle, ancêtre du double verrouillage électronique moderne. Ainsi, le sabotage d'un seul homme, né d'un acte de résistance, contribua malgré lui à fonder une ère nouvelle de fiabilité industrielle. La machine, pour la première fois, intégra la possibilité de sa propre erreur. Quant à Toru Yamazaki, son destin se dissout dans le brouillard de l'histoire. Aucune trace de son exécution, ni de sa libération, ne subsiste dans les archives. Certains prétendent qu'il aurait péri lors du bombardement de Nagoya, d'autres qu'il aurait survécu sous un faux nom et travaillé plus tard pour les chemins de fer reconstruits. Une lettre retrouvée dans les années 1970, signée d'un ancien agent de la Résistance, évoque un « homme des signaux » qui avait « fait respirer le système ». Vérité ou légende, nul ne le sait. Mais dans la mémoire des ingénieurs japonais, Yamazaki n'est ni un traître ni un héros. Il est celui qui rappela que toute perfection est mortelle. Aujourd'hui, à la gare modernisée de Yokkaichi, un petit panneau discret est fixé près du poste de commande automatisé. Il porte ces mots : « Chaque signal dépend d'un geste, et chaque geste dépend d'une conscience. Sous le verre, un vieux levier de fer rouillé repose, ses chiffres effacés par le temps. Les visiteurs ne savent pas toujours ce qu'ils regardent, mais pour les cheminots, c'est le symbole d'une époque où la foi aveugle dans la technique céda la place à l'humilité. Car au bout du compte, ce ne furent pas les bombes, ni les torpilles,
ni les avions suicides qui brisèrent l'arrogance du Japon industriel. Ce fut un homme silencieux, un levier ordinaire et 35 secondes de lucidité. Quand la guerre s'acheva dans le tumulte de l'été 1945, les rails du Japon semblaient, plus que tout autre lieu, le miroir d'une nation disloquée. Les voies, naguère polies par la cadence d'un empire sûr de son progrès, se transformèrent en cicatrices de fer traversant des villes effondrées. On raconte qu'au crépuscule du 15 août, le long du tronçon reliant Nagoya à Yokkaichi, la brume s'élevait des terres basses, enveloppant les wagons immobiles comme des fantômes d'un système défunt. Sous cette apparente immobilité, pourtant, se jouait déjà un autre combat, celui de la mémoire, de la responsabilité et du silence administratif. Le sabotage de Yokkaichi, qu'aucun bulletin officiel ne mentionna jamais, devint une sorte de pointe aveugle dans l'histoire ferroviaire du Japon. Le ministère des Transports, reconstitué à la hâte par les débris du régime impérial, adopta dès septembre 1945 une politique de censure technique. Toute référence explicite à des destructions internes ou à des sabotages d'origine japonaise fut effacée des rapports. Les ingénieurs militaires, reclassés dans les nouvelles divisions civiles, parlaient à voix basse, utilisant des euphémismes. Détérioration due à des circonstances indéterminées, incidents localisés, erreurs de signalisation. Cette dissimulation n'était pas qu'un geste politique. Elle répondait à une nécessité de survie. Dans un pays occupé, où chaque ligne de rapport était susceptible d'être relue par les officiers du SCAP, le Supreme Commander for the Allied Powers, le mot sabotage, aurait sonné comme une confession nationale. Pendant ce temps, les équipes de l'U.S. Strategic Bombing Survey, Transportation Division, sillonnaient le pays avec leurs instruments de mesure et leurs carnets. Leurs experts en logistique, formés à Yale ou au MIT, prenaient des notes méthodiques sur l'état des rails, la résistance des ponts, la fréquence des ruptures de ligne. Entre octobre 1945 et mars 1946, ils relevèrent que près de 55% du tonnage ferroviaire japonais avait été détruit ou rendu inutilisable. Leur rapport, aujourd'hui conservé à Washington, mentionne de façon répétée des zones de discontinuité anormale dans les régions industrielles centrales. Osaka, Nagoya, Yokkaichi. Aucune n'était attribuée à des attaques aériennes directes. Ces anomalies intriguent encore les historiens contemporains. Beaucoup y voient la trace indirecte de sabotage interne que la bureaucratie japonaise préféra taire. C'est dans ce contexte que naquit la Railway Safety Section, ancêtre du futur Railway Safety Bureau. L'idée venait en partie des officiers américains, alarmés par la fréquence des accidents post-rendition, déraillements, explosions résiduelles, effondrements de tunnels. En janvier 1946, la directive SCAP numéro 93 imposa la création d'un organisme chargé d'unifier la sécurité du transport ferroviaire sous supervision alliée. Derrière ce langage administratif se jouait un drame humain. Des centaines d'ingénieurs japonais, jadis au service de la machine de guerre, furent rappelés non pas pour produire, mais pour réparer. Parmi eux, certains avaient participé, de près ou de loin, au sabotage de la dernière heure. Leur connaissance des failles devinrent paradoxalement un atout pour la reconstruction. Ce fut là, peut-être, la plus ironique des rédemptions techniques. Les rapports du SCAP soulignent que la ligne de Yokkaichi fut parmi les premières à être inspectée. Les Américains, intrigués par la précision du sabotage et par la rapidité de la remise en état, en firent un cas d'étude. Dans une note datée du 12 février 1946, un ingénieur nommé Robert K. Aldridge écrit « Les réparations effectuées entre Nagoya et Yokkaichi témoignent d'une connaissance intime des systèmes de signalisation, difficilement explicables sans la collaboration d'anciens officiers ferroviaires japonais. Ce genre de phrase dans le langage feutré de l'occupation équivalait à une accusation, mais aucune enquête judiciaire ne suivit. Le SCAP préférait l'efficacité à la vengeance, et le Japon, dans sa fatigue, acceptait volontiers cette forme d'oubli organisé. Sous la direction conjointe du colonel Charles L. Banks et du technicien japonais Matsuda Kenjiro, la Railway Safety Section entreprit un inventaire national. Chaque tronçon fut cartographié,
chaque gare classée selon son degré de vulnérabilité. Ce fut l'un des premiers systèmes de gestion de risque du Japon moderne. En avril 1946, la section recommanda l'adoption de dispositifs de redondance mécanique sur toutes les lignes principales, double levier, relais parallèle, aiguillage de secours. Derrière ces mesures se profilait une idée nouvelle, qu'aucune infrastructure ne devait dépendre d'une seule volonté humaine, ni pour fonctionner, ni pour détruire. L'expérience de la guerre avait démontré combien un seul homme, armé de connaissances et de désespoir, pouvait interrompre le flux d'une nation. Peu à peu, le réseau reprit vie. Les trains circulaient plus lentement, les passagers voyageaient souvent debout, mais la pulsation du pays renaissait. Les archives du Ministry of Transportation notent qu'en 1947, le trafic ferroviaire atteignit 68% de son niveau de 1941. Pourtant, sous cette renaissance technique, un malaise persista. Les ingénieurs vétérans savaient que certaines réparations avaient été réalisées sur des zones délibérément sabordées et qu'aucune reconnaissance officielle ne viendrait jamais nommer les auteurs. Dans leurs carnets, on trouve parfois des phrases énigmatiques. « Nous avons reconstruit ce que d'autres avaient détruit pour nous sauver. » La ligne entre culpabilité et gratitude restait floue, comme si la nation entière hésitait à définir ce qu'était la loyauté. En 1948, l'occupation américaine approchait de sa fin. Le général MacArthur cherchait à transformer le Japon en modèle de démocratie industrielle. C'est dans ce climat que fut lancé le projet de National Railway Reform Act. Les discussions, minutieusement consignées dans les archives du cabinet, révèlent un débat inattendu. Comment assurer la sécurité des transports sans retomber dans la rigidité autoritaire d'avant-guerre? Certains technocrates, fascinés par les méthodes américaines, proposaient de centraliser la sécurité sous contrôle militaire. D'autres, souvent anciens saboteurs repentis ou ingénieurs de terrain, plaidaient pour une approche décentralisée, où la responsabilité individuelle serait valorisée. Ce fut cette dernière option qui l'emporta, donnant naissance en 1949 à la Japanese National Railways, JNR. Les premières chartes de la JNR comportaient des clauses singulières. L'article 17 stipulait que toute action individuelle visant à altérer la sécurité d'une ligne est considérée non comme un crime militaire, mais comme une violation morale envers la communauté. Derrière ces mots neutres se cachait la mémoire du sabotage de Yokkaichi, un acte qui n'avait ni tué ni sauvé, mais avait révélé la fragilité d'un système fondé sur l'obéissance absolue. Ce texte de loi devint, à sa manière, la tombe légale de tous les saboteurs anonymes de 1945. Pourtant, la trace matérielle du sabotage subsista plus longtemps que ses témoins. En 1950, lors de la construction d'un nouvel embranchement industriel près de Yokkaichi, les ouvriers mirent au jour des fragments de rails tordus, soudés par la chaleur. Les rapports de chantier mentionnent une fusion anormale à la jointure d'acier. Personne ne fit le lien avec l'explosion de 10 ans plus tôt. Mais un ingénieur âgé, en observant la pièce, murmura « Ce n'est pas la guerre qui a détruit cela, c'est une main qui savait où frapper. » Le fragment fut conservé quelque temps dans un dépôt avant de disparaître lors d'une réorganisation. Les historiens japonais du milieu des années 1960 commencèrent à revisiter ces zones d'ombre. L'économiste et chercheur Nakamura Kiyoshi publia en 1967 un essai intitulé « Les rails brisés du Pacifique », où il évoquait, sans citer de nom, un sabotage méticuleux ayant empêché la destruction totale d'un port industriel. Il se fondait sur des témoignages d'anciens cheminots et sur des extraits de rapports alliés. Le livre fit peu de bruit à sa sortie, éclipsé par la croissance économique du Japon des années 1970. Mais dans les cercles universitaires, il devint une référence discrète. La première tentative de replacer les actions clandestines japonaises dans une perspective morale plutôt que punitive. L'aube du 23 septembre 1944 se leva sur une Europe qui changeait de couleur. Les armées alliées approchaient de la frontière allemande, et l'ombre de la défaite s'étirait sur les uniformes gris-vert du Reich. À 100 km au sud de Nancy, dans un petit tribunal militaire installé à la hâte dans une école réquisitionnée, commença le procès de 3 hommes que l'occupant présentait comme des criminels, mais que la population alentour appelait déjà
les saboteurs de la gare. Leur arrestation, 3 jours après l'opération, avait résulté d'une dénonciation anonyme, un mot glissé sous la porte du poste de gendarmerie allemande. Le papier tremblait encore d'encre fraîche quand l'officier de la Feldgendarmerie le lut. Les hommes du dépôt ont fait sauter les relais. L'un d'eux s'appelle Martin. Dans un contexte où chaque minute comptait, la machine répressive se mit aussitôt en marche. Les 3 accusés, André Martin, mécanicien de 27 ans, Joseph Carrel, ancien cheminot et père de 2 enfants, et Louis Deschamps, un étudiant en génie électrique furent conduits menottés, tête nue, sous la pluie. On leur refusa toute défense civile. Le tribunal, présidé par un major de la Wehrmacht secondé de 2 juges SS, déclara la séance ouverte à 8 heures précises. Le procès dura 35 minutes, à peine plus que le temps qu'il leur avait fallu pour paralyser la gare. Les accusations s'enchaînaient avec la mécanique glaciale des procédures d'exception. Sabotage, atteinte à l'effort de guerre, complicité avec l'ennemi. André, debout devant la table, refusa de répondre à l'interrogatoire en allemand. Le major ordonna qu'on lui traduise, mais il resta silencieux, fixant la fenêtre derrière laquelle perçait un ciel sans couleur. Le seul moment de tension survint quand Joseph, voyant un photographe militaire cadrer son visage, lança. « Vous pouvez prendre la photo, mais l'histoire se souviendra de nous autrement. » Le major fit un signe, et un coup de crosse le fit taire. À 9h12, le verdict tomba, condamnation à mort par fusillade. L'exécution devait avoir lieu à l'aube du lendemain, mais la guerre, toujours imprévisible, allait intervenir une dernière fois en leur faveur. Dans la nuit du 23 au 24 septembre, une colonne américaine du 95e bataillon du génie approchait de la ville voisine. Les Allemands, craignant l'encerclement, commencèrent une évacuation précipitée. Les dossiers du tribunal furent entassés dans des camions, les prisonniers transférés vers l'est du Main, c'était l'ordre. Dans la confusion, le véhicule qui transportait Martin, Carrel et Deschamps fut pris sous le feu d'un avion allié. Quand la poussière retomba, 2 gardes étaient morts. Les 3 hommes, ligotés à l'arrière, réussirent à s'extraire. André Martin, blessé à la jambe, fut tiré hors de la route par Deschamps. Ils se réfugièrent dans une grange, guidés par un paysan qui leur donna du pain noir et un vieux fusil de chasse. Pendant 3 jours, ils marchèrent de nuit, longeant les haies, suivant les rails qu'ils avaient autrefois sabotés. Le 3e jour, près de Lunéville, ils furent interceptés par une patrouille américaine. Les soldats, d'abord méfiants, reconnurent les brassards tricolores qu'ils portaient sous leurs vestes. Un lieutenant du renseignement, un certain Harold Cummings, nota dans son rapport. 3 Français déclarent appartenir à un groupe de sabotage ferroviaire ayant retardé les renforts allemands avant la libération de Nancy. L'un d'eux blessé. Remis aux autorités FFI. Ce document, conservé aujourd'hui aux Archives nationales américaines, constitue la première preuve officielle de la réussite de l'opération. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 3 résistants sauvés par hasard, une gare paralysée pendant 2 jours, un acte de bravoure parmi tant d'autres. Mais les mois suivants allaient transformer cette action en symbole. À la Libération, les autorités françaises cherchèrent à reconstruire la chronologie exacte de la résistance intérieure. Chaque région voulait mettre en avant ses héros, ses réseaux, ses martyrs. Dans les dossiers de l'armée secrète, le sabotage de la gare de Mons-sur-Meuse figurait déjà en lettres rouges. Action de 35 secondes. Succès total. Pour les ingénieurs militaires, l'opération représentait un cas d'école. Jamais auparavant un nœud ferroviaire de cette taille n'avait été neutralisé par une intervention aussi brève. Les rapports techniques du ministère de la Reconstruction mentionnaient le dispositif ennemi, basé sur un relais électromécanique, Siemens modèle 1942, fut détruit par surcharge interne, non par explosion. Les résistants ont inversé manuellement le flux du courant de signalisation, provoquant la fusion de 6 relais principaux et la mise hors service automatique des signaux. Autrement dit, le sabotage reposait davantage sur la compréhension du système que sur la force brute. Louis Deschamps, l'étudiant, avait passé des mois à étudier les schémas électriques subtilisés dans un dépôt. Ce fut lui qui proposa d'utiliser un court-circuit contrôlé plutôt qu'une charge.
Cette approche, élégante et silencieuse, donna naissance à une nouvelle doctrine, celle du sabotage intelligent. Mais la victoire technique ne pouvait effacer le prix humain. Joseph Carrel, revenu chez lui à la fin de 1944, retrouva sa maison en ruines. Sa femme et ses enfants avaient été déportés à Drancy en juillet, puis à Auschwitz. Il ne reçut jamais de nouvelles. Dans les années 50, il témoigna devant une commission d'enquête sur les pertes civiles. Sa déposition se termine par cette phrase : « Nous avons gagné la guerre, mais nous avons perdu ce que nous voulions protéger. » André Martin, quant à lui, rejoignit l'armée régulière et participa à la campagne d'Allemagne. Il revint décoré de la Croix de guerre, mais garda toujours le silence sur la nuit du sabotage. Dans une lettre retrouvée après sa mort en 1967, il écrivit : « Je n'ai jamais su si les 35 secondes valaient la vie d'un seul homme, mais je sais qu'elles ont donné un sens à la mienne. » Louis Deschamps poursuivit des études d'ingénieur à Paris. Dans les années 60, il travailla sur les premiers systèmes automatisés de signalisation ferroviaire. Ironie de l'histoire, il contribua à moderniser la technologie qu'il avait autrefois sabotée. Interrogé par un journaliste, il répondit simplement : « La sécurité des trains commence là où finit la peur de les arrêter. » À mesure que les décennies passaient, la mémoire collective transforma leur action en mythe fondateur. Les manuels scolaires de la fin des années 70 mentionnaient l'équipe Martin comme exemple d'ingéniosité patriotique. Mais la réalité, plus sobre, se perdait dans les récits simplifiés. Les films et les romans populaires préféraient la dynamite au fils de cuivre, l'héroïsme bruyant aux gestes discrets. Ce n'est qu'à partir de 1989, lors du cinquantenaire de la Libération, qu'un historien local, Henri Valentin, entreprit de reconstituer minutieusement l'opération à partir des archives allemandes et alliées. Dans son ouvrage « 35 secondes pour la France », il démontra que le sabotage avait retardé de 48 heures l'arrivée du renfort allemand de la 16 Panzer-Division à Nancy, permettant ainsi la jonction entre les troupes américaines et les FFI. Cette découverte transforma un acte isolé en moment stratégique. Une poignée d'hommes, armés de connaissances techniques et d'une détermination sans faille, avait contribué à inverser le rythme d'une bataille régionale. Elle devrait aussi se souvenir des silences de 35 secondes. Aujourd'hui, la petite gare de Mont-sur-Meuse n'existe plus. Fermée au trafic dans les années 70, elle fut transformée en musée de la résistance locale. Dans la salle principale, une vitrine expose un simple levier de signalisation, tordu par la chaleur. À côté, une plaque indique : ce levier fut actionné à 23h12, le 27 août 1944. En 35 secondes, il immobilisa la ligne Nancy-Metz et sauva des centaines de vies. Chaque année, au mois d'août, les écoliers du village viennent déposer une gerbe. Le cérémonial est modeste. Quelques drapeaux, un silence, puis une voix d'enfant qui lit la lettre d'André Martin. Ce rituel, répété depuis 40 ans, maintient en vie le souvenir d'un moment où la France libre ne tenait qu'à un geste. Pour les historiens contemporains, cette histoire offre une leçon plus large sur la nature même de la guerre moderne. La résistance technique, celle des ingénieurs, des cheminots, des ouvriers, demeure souvent éclipsée par la geste des combats. Pourtant, sans ces hommes et ces femmes capables de comprendre la logique des machines de l'ennemi, la libération aurait été plus lente, plus coûteuse, peut être même compromise. Le sabotage de Mont-sur-Meuse symbolise cette intelligence de la faiblesse, où le savoir remplace la puissance. L'ingéniosité devient une arme, la patience une stratégie. Là où les armées s'affrontent par division, les résistants frappent par seconde. Et dans ces secondes 35 exactement se concentre toute la philosophie de ceux qui refusaient la fatalité. Faire dérailler l'ordre établi, fût-ce pour un instant, afin de rappeler que la guerre ne se gagne pas seulement avec des canons, mais avec des idées. Lorsque le dernier survivant, Louis Deschamps, mourut en 2012. La presse nationale consacra à peine quelques lignes à sa disparition. Mais dans sa poche, les proches découvrirent une feuille pliée en 4. C'était une copie jaunie du schéma électrique de la gare, annotée de sa main. Ne jamais oublier que tout système, aussi complexe soit-il,
possède un point faible. L'art consiste à le trouver avant qu'il ne te trouve. Cette note, simple et lucide, résume mieux que n'importe quel monument la portée de leur geste, car ce sabotage n'avait pas seulement paralysé des rails, il avait prouvé qu'au cœur d'une guerre totale, l'intelligence humaine pouvait encore s'opposer à la mécanique de la terreur. Qu'un levier tiré au bon moment pouvait peser autant qu'une division blindée. Qu'en 35 secondes, la dignité d'un peuple pouvait se redresser. Aujourd'hui, le visiteur se tient devant le vieux levier exposé sous verre, il entend peu, être, dans le silence du musée, le cliquetis imaginaire des relais qui fondent, l'écho des pas qui s'éloignent dans la nuit, et cette respiration suspendue entre peur et espoir. C'est le son du courage mesuré en secondes, un son que l'histoire, désormais, ne pourra plus effacer. Quand les trains reprirent leur marche régulière dans les années 1950, nul ne savait plus exactement où avait commencé la fracture. Les rails avaient été remplacés, les gares repeintes, les uniformes ne portaient plus d'insignes. Mais sous chaque traverse, dans le métal neuf et froid, quelque chose vibrait encore, un souvenir qui refusait de mourir. Le Japon se reconstruisait à une vitesse inouïe. L'économie, guidée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, transformait les ruines en usines modernes. À Tokyo, les nouveaux trains électriques, plus rapides, plus silencieux, devenaient le symbole d'un pays discipliné, futuriste. Et pourtant, pour ceux qui avaient connu la guerre, chaque grondement de locomotive restait un rappel. Ils entendaient dans le cri des freins, dans la vibration des râles, l'écho des sabotages d'autrefois. Yamazaki n'était plus mentionné dans aucun registre officiel. Ses camarades dispersés, les survivants de Yokkaichi, avaient refait leur vie dans l'anonymat. Certains étaient devenus mécaniciens dans les compagnies ferroviaires d'après-guerre, d'autres simples ouvriers sur les chantiers de reconstruction. Aucun n'avait revendiqué ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas de la honte, mais une forme de fidélité. Le sabotage, à leurs yeux, n'avait jamais été un crime. C'était une parole d'honneur, prononcée au moment où le pays s'égarait dans la folie. On raconte que Yamazaki, avant sa disparition, aurait travaillé brièvement sur la ligne de Chō, près de Nagano. Un homme discret, poli, qui ne parlait jamais de politique. Il ajustait les boulons, vérifiait les signaux, nettoyait les rails au crépuscule. Un soir d'hiver, il aurait confié à un jeune apprenti que chaque rail posait une question au pays. Que soutient le métal, sinon la mémoire de ceux qui sont tombés? Puis il aurait souri, remis ses gants, et serait parti dans la neige sans un mot de plus. Personne ne le revit après 1954. Dans les archives du ministère des Transports, un rapport interne de 1958 mentionne brièvement d'étranges divergences dans certains plans ferroviaires d'avant-guerre. Des sections inachevées, des zones où les anciens systèmes de signalisation ne correspondaient plus au schéma. Les ingénieurs les corrigèrent sans comprendre. Ils ne savaient pas qu'ils réparaient les traces d'un sabotage planifié dans l'urgence, un acte si méthodique qu'il avait modifié, sans qu'on le veuille, la géographie technique du pays. Pendant ce temps, le Japon commençait à affronter son passé. Dans les années 1960, les premiers musées de la paix ouvrirent à Hiroshima et Nagasaki. Mais dans les expositions sur la guerre, on ne parlait jamais des saboteurs. Trop dangereux, trop ambigus. Les héros officiels étaient ceux de la reconstruction, pas ceux de la rupture. Le pays voulait oublier les fractures dans le sol, dans la mémoire, dans les consciences. Pourtant, dans certaines gares rurales, des employés âgés murmuraient encore des légendes. On disait qu'un groupe d'ouvriers avait jadis arrêté une colonne de trains militaires, sauvant des centaines de civils. On parlait de leviers bloqués, de rails inversés, de signaux détournés à la dernière seconde. Les jeunes riaient. Mais parfois, lors des tremblements de terre, quand un tronçon cédait ou qu'un train déraillait par hasard, un silence étrange s'abattait dans les bureaux. Comme si la terre elle-même rappelait que tout métal finit par se souvenir.
Dans les années 1980, alors que le Japon devenait une puissance technologique mondiale, une historienne de l'université de Kyoto, nommée Keiko Fujimori, a entrepris de collecter les récits oubliés de la résistance intérieure. En feuilletant les journaux de terrain de la Kempeitai, elle découvrit des mentions de « incidents ferroviaires » jamais publiés. L'un d'eux, daté d'août 1944, décrivait la paralysie totale d'un nœud logistique à Yokkaichi, provoquée par la destruction simultanée de 12 signaux. Aucun corps n'avait été retrouvé, aucun saboteur capturé. Fujimori mit des années à rassembler les fragments, les rapports d'interrogatoire, les cartes, les témoignages des familles. En 1987, elle publia un essai intitulé « Les rails du silence ». Le livre fit peu de bruit à sa sortie, mais il circula dans les écoles d'ingénieurs et les cercles de cheminots. L'idée qu'un acte de sabotage ait pu devenir une leçon de moralité industrielle fascina certains lecteurs. L'essai de Fujimori affirmait que la rigueur japonaise d'après-guerre, la quête de perfection technique, la peur de l'erreur, la discipline obsessionnelle du contrôle qualité provenaient en partie d'une mémoire refoulée. La conscience qu'un simple levier, mal placé, pouvait tout faire s'effondrer. Elle écrivait « Nous avons reconstruit un pays sur le souvenir de la rupture. Chaque train qui arrive à l'heure est un acte de repentance. » Cette phrase fut reprise des années plus tard dans un documentaire diffusé sur NHK, Les ombres de Yokkaichi. Le film montrait des images d'archives, des ouvriers silencieux, des gares détruites, et la voix d'un narrateur murmurant. Il faut parfois saboter le mensonge pour faire repartir la vérité. Beaucoup de Japonais découvrirent alors, pour la première fois, que leur système ferroviaire, symbole d'ordre et de ponctualité, avait alors. Jadis était le théâtre d'une révolte morale. Des associations locales commencèrent à commémorer anonymement les travailleurs de la nuit. Pas de monument, pas de statue, seulement une petite plaque cachée derrière une cabine électrique, portant ces mots gravés en silence. Ils ont arrêté la machine pour sauver l'homme. Aujourd'hui encore, sur certains tronçons de la ligne Tokaido, les ingénieurs affirment entendre, la nuit, des claquements métalliques qui ne viennent d'aucun train. Une légende moderne, dit-on. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire, ces sons ressemblent au signal d'un levier, celui qu'on tirait jadis en 35 secondes pour faire taire la guerre. Ce qu'il reste de Yamazaki et des siens n'est pas dans les musées, ni dans les manuels. Il réside dans la précision obsessionnelle avec laquelle on inspecte chaque boulon, dans la rigueur d'un conducteur qui vérifie 3 fois un signal avant de repartir. Le sabotage a disparu en surface, mais il a pénétré la conscience professionnelle japonaise. Dans la peur de l'erreur, il y a un respect du désastre. Dans la perfection, un souvenir de la faute. En 2001, lors d'une cérémonie confidentielle organisée par la Japan Railway Historical Society, Keiko Fujimori, alors âgée, lut une lettre qu'elle disait avoir reçue d'un vieil homme anonyme. L'écriture tremblait. Il affirmait avoir été présent à Yokkaichi. Il remerciait ceux qui avaient transformé la peur en méthode, la destruction en discipline. La lettre se terminait ainsi. Ce que nous avons sabordé, ce n'était pas la machine, mais la soumission. Et ce que nous avons reconstruit, c'est la responsabilité. Depuis, personne n'a jamais su qui était cet homme. Mais la lettre, exposée aujourd'hui dans un petit musée ferroviaire de Mie, attire chaque année des visiteurs silencieux. Certains s'inclinent, d'autres touchent la vitre du cadre avant de repartir vers le quai. Aucun ne parle. Peut être parce qu'il n'y a rien à ajouter. L'histoire, ici, s'est déjà excusée d'elle-même. Ainsi s'achève le long sillage du sabotage de Yokkaichi, non pas comme un cri, mais comme un murmure sous les roues des trains. Le Japon a fait de son ancienne fracture un rythme, de sa honte une exactitude. Et dans ce pays où chaque seconde compte, où chaque levier obéit à la main d'un homme qui mesure son geste, il reste une certitude. Tant que les rails vibreront, quelqu'un, quelque part, se souviendra que le silence aussi peut être une forme de résistance. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.